Bonjour, le Frankreich Blog www, France Blog Info est aujourd'hui invité à Sciences Po à Paris. À côté de moi, c'est Christian Lequen. Vous êtes diplômé de Sciences Po Strasbourg et du Collège d'Europe à Bruges. Ici à Sciences Po, vous avez obtenu le doctorat en sciences politiques et l'habilitation à diriger les recherches sous la direction du professeur Crosser, n'est-ce pas? Vous êtes entré au CERI, c'est le Centre d'études et de recherche internationales en octobre 88. Et vous en étiez le directeur de janvier 2009 jusqu'en janvier 2014. Je vais publier une liste sur le blog de vos publications. Je ne vais pas tout énumérer maintenant. Aujourd'hui, nous parlons des relations franco-allemandes. Et l'an dernier, nous avons fêté le 50e anniversaire de la signature du traité de l'Élysée. Heure de bilan, mais aussi des promesses. Et de deux côtés du Rhin, on continue à se rassurer à l'occasion de chaque sommet, comme en février dernier, de vouloir coopérer de plus en plus étroitement ensemble. Or, François Hollande, dans sa conférence de presse le 14 janvier, a essayé de donner de nouvelles impulsions à la coopération franco-allemande. En a-t-elle besoin et comment jugez-vous globalement l'état actuel des relations franco-allemandes ? Je pense que d'abord la relation franco-allemande, elle est inscrite quand même dans l'histoire et dès lors il ne faut pas trop donner d'importance à l'événementiel. Je veux dire par là que le traité de l'Élysée qui a été signé en 1963, il a quand même créé des réflexes de coopération entre les deux pays qui sont institutionnalisés. Au niveau des administrations des deux pays, moi je le vois très bien, il y a cette habitude de coopérer, de se poser des questions, et ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Je pense même que justement une des caractéristiques de cette coopération entre les administrations, c'est que on a la capacité d'essayer d'aller vers un compromis quand on est sur des positions de départ qui sont divergentes. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans toutes les relations bilatérales. Maintenant, là où peut-être la relation franco-allemande quand même en ce moment est un peu plus difficile, c'est la capacité des hommes et femmes politiques, puisque vous avez une chancelière, à proposer des choses nouvelles pour l'Europe. Ça, je pense que comparé au passé, on sent qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, non pas de régler les problèmes du quotidien en faisant des compromis, parce que ça, on arrive toujours à le faire, pour les raisons que j'ai évoquées, mais à proposer des choses nouvelles pour l'Europe. Ça, c'est un peu, je trouve, le problème de la relation franco-allemande actuellement. Est-ce que vous pensez qu'une vraie vision d'Europe fait défaut ? Je pense que dans les deux pays, on a d'abord des sociétés qui sont plus, je ne dirais pas sceptiques, mais qui s'interrogent davantage qu'il y a quelques années sur le bien fondé de la relation franco-allemande. Nous, en France, on avait toujours une société divisée. Vous aviez une société qui était plus consensuelle sur l'Europe, parce que l'Europe, ça avait beaucoup aidé à refaire, disons, votre identité démocratique aussi au lendemain de la guerre. Bon, chez vous, on sent qu'il y a une évolution aussi avec Alternative for Deutschland, etc. On s'interroge peut-être davantage. Donc ça, c'est un premier problème pour les hommes politiques et les femmes politiques des deux côtés. On est plus tenu par sa société. Ensuite, je crois qu'on a actuellement du mal à définir en commun des priorités pour l'avenir, parce qu'on a passé toute son énergie à gérer quand même la sortie de la crise. Et on est encore dans cet agenda un peu post-crise. Alors, est-ce qu'on a des vraies différences de vue sur ce que doit être l'Europe à l'avenir? Je dirais pas
Pas plus finalement qu'il y a 10 ou 15 ans. On les connaît bien, les différences franco-allemandes. Hein. Pour prendre un exemple, les Français veulent toujours donner plus d'importance aux exécutifs dans l'efficacité de la décision, les Allemands plutôt à l'institution parlementaire, etc. Tout ça, ça n'a pas beaucoup changé. Mais je pense que le fait d'être très axé sur régler la crise, et puis le fait d'avoir des sociétés qui sont plus demandeuses de comptes sur l'Europe, etc., amène les deux pays à beaucoup moins générer d'idées nouvelles. C'est beaucoup plus difficile. Ouais. En janvier 2013, dans votre article Pourquoi faut-il regarder l'Allemagne, vous évoquez les débats en France autour du modèle allemand. La concentration sur l'économie du voisin allemand, dont l'appréciation diverge selon les camps politiques, fait qu'on perd de vue d'autres atouts allemands. Alors, c'est vrai qu'il y a eu chez nous un débat autour de la question de l'orthodoxie budgétaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait aller vers cette idée forte de ce que vous appelez chez vous le Sparpolitik, c'est-à-dire qu'il faut d'abord équilibrer les finances publiques pour essayer de retrouver de la croissance. Chez nous, le monde politique était beaucoup plus divisé. Mais finalement, on a fait la même chose. Enfin, et c'est intéressant parce que c'est un gouvernement plutôt socialiste chez nous qui finalement a introduit aussi cette idée d'équilibre des finances publiques. Voilà. Je pense que les partis politiques de gouvernement, et le Parti socialiste en particulier, se sont rendus compte que finalement il n'y avait pas véritablement d'alternative. On n'avait pas trouvé un modèle alternatif économique qui fonctionne. Mais c'est vrai que ça a relancé du coup en France un peu un débat sur l'Allemagne veut nous imposer son modèle, nous sommes soumis au modèle de la rigueur budgétaire que les Allemands ont inventé pour eux, mais qu'ils veulent diffuser à l'ensemble de l'Europe. Il y a eu un peu d'antigermanisme qui a ressurgi dans les élites. Je crois que c'est ça qui est important, parce que je pense que ça, c'est aussi tout l'acquis du travail de réconciliation depuis 50 ans et plus. Il n'y a pas d'antigermanisme dans la société française. C'est très très faible. Par contre, chez les élites politiques, de temps en temps, ça peut ressurgir autour du thème de l'économie. Ce n'est donc pas la performance actuelle de l'économie allemande, mais le consensus dans la relation capital-travail qui crée de vrais avantages pour l'Allemagne. Or, c'est un sujet trop vaste, trop compliqué pour une harmonisation. Que faire? Étudier, expliquer patiemment les différences comme nous l'avons appris chez Alfred Grosser. Oui, ce que nous a appris Alfred Grosser, c'est que on ne peut pas transférer les recettes de l'autre de façon mécanique, automatique, parce que tout le monde a son histoire, hein, et l'histoire comprendre et expliquer. Exactement, l'histoire de la France n'est pas la même que l'histoire de l'Allemagne, mais je pense que ce qu'on appelle l'européanisation, c'est aussi la capacité à regarder chez l'autre et à se dire que il y a peut-être chez l'autre quand même des bonnes choses qu'on peut essayer, non pas d'appliquer comme ça d'une façon mécanique, mais d'expérimenter. Voilà. Et je pense, j'ai toujours pensé que une des réponses, explications de ce que l'Allemagne est capable de faire sur le plan industriel, c'est pas seulement que techniquement les entreprises sont meilleures, etc., parce qu'en France les entreprises sont plutôt assez bonnes, mais c'est que chez vous, il y a une histoire qui vous permet d'aller vers une forme de compromis, de consensus social entre le capital et le travail. Et c'est vrai que je trouve que ça, c'est un élément de modernité très fort auquel nous devons penser avec notre histoire beaucoup plus conflictuelle, hein, des relations sociales, parce que nous, on a toujours l'héritage de la Révolution française, de la lutte des classes, etc. Hein, voilà. Donc c'est un peu ça que je voulais dire. Je trouvais que il fallait pas avoir une explication simplement économique
de la capacité qu'ont eu les Allemands depuis 5 ans à réformer leur économie, qu'il y a aussi des éléments qui sont liés à la capacité de négocier entre le capital et le travail. Quand je lis les rapports du gouvernement actuel et les efforts du gouvernement Ayrault, je pense qu'en France, on peut observer que les choses évoluent, que le patronat et le syndicat modifient leurs relations. Oui, je pense aussi. Je pense que quand on voit ce qui s'est fait autour du fameux pacte de responsabilité, on se rend compte qu'il y a quand même aujourd'hui une capacité des deux grands blocs que sont le patronat et les syndicats à travailler davantage ensemble. Oui, et ça pour moi, alors voilà, à titre personnel, ça c'est une évolution qui est positive dans la société française, et je pense que le fait de dire qu'en Allemagne ça se passe comme ça, etc., ça a aidé ceux qui pensent comme moi en France, oui. Vous soulignez qu'il faut regarder l'Allemagne, vous dites, elle est porteuse de modernité politique et vous constatez qu'elle est, je cite encore, une démocratie libérale moderne au cœur de l'Europe. Ces avis sont-ils reconnus aujourd'hui en France? Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense que dans les acquis de l'Allemagne de l'après-guerre, il n'y a pas simplement l'efficacité économique. Il y a aussi quand même une capacité à ne pas avoir un État qui domine l'ensemble de la société. Je pense qu'en France, héritage à la fois de l'Ancien Régime, du système napoléonien, puis ensuite de la République, je pense qu'aujourd'hui, on a un exécutif en France qui est trop fort. Trop fort. Je pense que dans une société moderne, il faut qu'il y ait plus de contre-pouvoir, il faut qu'il y ait un Parlement qui ait plus de pouvoir. Ça, je le pense. Par exemple, je pense que redonner du pouvoir au Parlement, c'est pas un projet tout à fait fou pour la France. Je pense que, très honnêtement, parce que c'est toujours la même chose, la Ve République a été créée en réaction aux excès du parlementarisme. Donc du coup, De Gaulle a réduit les pouvoirs du Parlement. Mais aujourd'hui, ce Parlement n'en a pas assez, c'est clair. Et je pense que le fait d'avoir, comme chez vous, une certaine décentralisation, des fondations, même à la limite des chambres de commerce assez puissantes, etc., tous ces éléments-là contribuent à une démocratie vivante. Et j'aime assez ce système de check and balances, comme diraient les Anglais, de la démocratie allemande. 3 jours plus tard, le 16 janvier 2013, dans Ouest France, vous revenez à la comparaison entre la France et l'Allemagne. Cette fois-ci, vous évoquez la formation des élites. Vous notez les différences par rapport à la France, où on a l'habitude de donner une chance aux meilleurs. Nous sommes ici à Sciences Po. Je connais bien cette maison, c'était l'année préparatoire à l'époque. Est-ce que cette maison s'est transformée au cours des dernières années? Ah oui, alors ça, je pense que cette maison a connu une sorte de révolution par rapport à l'époque où vous l'avez connue, 1976. Mais si vous permettez, avant de vous parler de Sciences Po, je vous dirai quand même un mot. Il y a une chose qui m'a toujours intrigué, c'est que le système scolaire français est un système extrêmement élitiste. Le système allemand l'est beaucoup moins. D'ailleurs, nous parlons d'élèves brillants, vous parlez d'élèves fleißig, travailleurs. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ce qui m'a toujours intrigué, c'est que finalement, et mes enfants par exemple, qui ont tous les deux fait des échanges avec l'OFAGE et qui ont passé du temps en Allemagne, sont rentrés en me disant toujours, mais qu'est-ce que les petits Allemands ont comme chance, parce que nous c'est vraiment le camp militaire, alors que eux ils peuvent s'épanouir à l'école, etc. Bon, alors voilà, ça c'était les petits Français qui réagissaient. Mais au final, c'est ça qui m'intrigue et c'est que d'un côté vous avez ce système français qui forme une élite, de l'autre vous avez ce système scolaire allemand qui forme plutôt, j'allais dire, un homme moyen, mais vous n'avez pas moins de bons ingénieurs à la fin, moins de bons médecins, voilà. Donc il y a un moment où tout ça s'équilibre quelque part. Et ça, c'est un point sur lequel j'ai
j'ai encore toujours des interrogations parce que je sais aussi que certains Allemands trouvent que parfois l'école secondaire en Allemagne est trop permissive. En tout cas, dans certains lenders plus que d'autres, parce qu'en plus vous avez des différences importantes, notamment nord-sud. Oui. Voilà. Alors sur Sciences Po, oui, Sciences Po c'est une maison qui s'est totalement réformée depuis 20 ans. Il y a eu un grand directeur et formateur qui est Richard Descoings, qui est décédé en 2012. Et lui, il a fait passer Sciences Po, si vous voulez, d'une école qui formait essentiellement des futurs fonctionnaires de l'État, c'était ça, à une école qui est devenue une université internationale. Vraiment, avec une recherche performant, beaucoup d'accords internationaux. Nous avons presque maintenant 40% d'élèves qui ne sont pas de nationalité française. L'Allemagne, d'ailleurs, étant, je crois, le deuxième groupe après les Américains. Et c'est une maison qui effectivement, aujourd'hui, peut être comparée davantage à une grande université du monde qu'à une autre grande école française. Voilà, c'est ça le point important. Quels sont actuellement les grands chantiers de la coopération franco-allemande? L'harmonisation de la fiscalité et des données sociales, d'autres, ou la défense? Alors, les données sociales, je ne sais pas si on peut véritablement harmoniser les données sociales. Parce que les données sociales, c'est très lié aussi à l'histoire des États. Ceci étant, il y a quand même des sujets qui, à mon avis, vont se poser. La précarité dans le travail, à mon avis, c'est un thème que vous allez maintenant connaître plus que nous, parce que Hartz IV, a eu des côtés positifs parce que ça a flexibilisé le marché du travail et ça a permis que des gens qui auraient pu être au chômage finalement sont toujours sur le marché du travail, même si c'est avec des mini-jobs, des petites tâches, etc. Mais quand même, ça a créé en Allemagne, ce qui n'existait pas, à mon avis, dans la République fédérale avant, une catégorie de travailleurs pauvres. C'est-à-dire ceux qui sont dans le système Hartz IV. On dirait presque c'est le dos de travailleurs, n'est-ce pas? Oui, mais voilà. Donc vous allez découvrir la dualité aussi en Allemagne que vous n'aviez pas. Une sorte de chômage caché aussi. Voilà. Et ça, c'est des choses, à mon avis, qu'on doit évoquer ensemble. La question de l'intégration, par exemple, des enfants issus de l'immigration, ça aussi, c'est des points sur lesquels on a des réflexions communes à mener. Et donc, agenda, je dirais quand même, c'est les grandes questions macroéconomiques. C'est l'union bancaire, ça, pour moi, ça, c'est fondamental. C'est la question, effectivement, de l'équilibre des budgets. Mais ça, on l'a maintenant aussi avec le pacte de stabilité. Et puis, l'harmonisation des fiscalités, oui, il faudra qu'on réfléchisse à ça. Il est anormal aujourd'hui que la fiscalité dans les entreprises soit 3 fois supérieure en France qu'elle ne l'est en Irlande. Enfin, je veux dire, dans un système de marché unique, on voit bien que c'est un système qui introduit des biais. Donc là, on a une vraie réflexion à mener avec les Allemands, oui. Nouvel éditorial dans Ouest France le 15 février 2012, vous citez des sondages qui permettent à croire que les Français perçoivent la relation avec l'Allemagne de plus en plus comme un partenariat. Malgré cela, pourquoi le gouvernement français a un certain mal de réformer le marché du travail? On ne peut pas simplement importer le modèle allemand, vous l'avez déjà dit, mais les réformes. Mais comment est-ce qu'on peut mener des réformes du marché du travail en France? Je pense que réformer le marché du travail en France, ça passe d'abord par ce que le gouvernement Ayrault, dans le fond, je trouve fait pas mal, c'est-à-dire créer d'abord les conditions d'un dialogue entre le patronat et les syndicats. Ça, c'est un point important. Voilà. Ensuite, je pense qu'il faut, à mon avis, il faut déréguler un peu le marché. Alors,
on va penser que je suis libéral, mais je suis pas un néolibéral extrême. Mais quand même, il y a trop d'autorisations à demander en France pour faire travailler quelqu'un. Enfin, le poids de l'administration quand on veut embaucher une personne est extrêmement, extrêmement fort, extrêmement fort. Et ça décourage notamment les petites et moyennes entreprises, si vous voulez, à embaucher des gens. Je serais assez favorable, moi, à ce qu'on supprime l'histoire des 35 heures. Je trouve que ça a été une erreur. Ça, à titre personnel, parce que les 35 heures se sont concentrées sur l'idée qu'on allait créer des loisirs pour les gens. Or, dans les petits salaires, on se rend compte que ce qui est important, c'est pas des loisirs, c'est d'avoir plus d'argent à la fin du mois. Voilà. Donc j'aurais préféré qu'on reste sur 39 heures, mais qu'on paye mieux les gens. Voilà, c'était ça Je trouve que cette idée de dire on va travailler moins et on va avoir plus de loisirs, ça marche très bien pour les cadres, hein, qui vont jouer au golf le vendredi après-midi. Mais pour des gens qui sont dans des emplois plus modestes, le vrai problème, c'est d'avoir un salaire plus élevé. Donc je trouve que c'était une grande erreur du gouvernement précédent de gauche. Pourquoi les médias nous disent si peu de la coopération de tous les jours entre nos gouvernements, entre nos hommes politiques, entre nos fonctionnaires sur tous les niveaux? Oh ben c'est très simple, c'est parce que ça n'a rien de spectaculaire. À partir du moment où vous avez des coopérations qui sont un peu routinisées, comme ça, normales, où il n'y a pas de gros conflits, ça intéresse beaucoup moins les médias. Les médias sont un peu victimes de la nécessité qu'elles ont de parler de ce qui va mal et de ce qui est un peu, comme toujours, explosif, etc. Donc à la limite, le franco-allemand, c'est trop normal, c'est devenu trop banal pour que ça les intéresse. Je pense que c'est ça le point. Et c'est un peu dommage, oui. Alors, il y a Arte qui parle, effectivement, mais Arte, c'est très élitiste comme chaîne de télévision. Et ça l'est plus chez vous encore que chez nous, parce que nous, on peut la regarder par l'antenne du toit. Chez vous, c'est uniquement par le câble. Et par Internet. Et par Internet, exactement. Il y a plus que la moitié qui ne regarde pas Internet. Les vidéos, etc. Le 29 décembre 1913, le 29 décembre 2013, Le Monde a publié votre article « Le couple franco-allemand reste le moteur de l'Europe ». Or, il en découle un certain nombre de responsabilités aussi sur le plan de l'euro. Quelles devraient être les prochaines étapes pour la réussite de l'euro? Ah ben je répète ce que j'ai dit avant, hein. C'est de réformer la zone euro en musclant la partie économique. C'est-à-dire aller vers une forme de gouvernement économique de l'Europe. Alors ça, moi je suis très frappé parce qu'il y a 20 ans, quand on disait ça, en Allemagne, on n'en voulait pas. On disait gouvernement économique, surtout pas. Pas réguler trop l'économie, etc. Aujourd'hui, M. Schäuble, par exemple, il est tout à fait prêt à accepter l'idée qu'il faut au moins une gouvernance économique de l'Europe. Ça veut dire la régulation des banques, parce qu'on s'est rendu compte que quand même un des gros problèmes de la crise économique, c'était l'absence de supervision des banques dans un certain nombre de pays membres de l'euro. La question, effectivement, des déficits publics, parce que je crois qu'on a intérêt quand même à avoir un certain équilibre. Et puis, troisièmement, l'harmonisation des fiscalités. Vous voyez, c'est les grandes questions macroéconomiques. Alors, si on fait ça, bien sûr, la question c'est de savoir est-ce qu'il faut réformer les traités ou pas. Je pense qu'on devrait procéder en 2 temps. D'abord, on devrait faire tout ce qui est possible sans réformer les traités. Pourquoi? C'est parce que si on retourne devant les citoyens aujourd'hui en leur disant il faut une ratification par un référendum, chez nous par exemple, chez vous, vous n'utilisez pas le référendum puisque la loi fondamentale n'autorise pas, mais nous, on serait quasiment obligés. On n'est pas sûr de gagner, on peut aller vers une nouvelle crise.
Alors, il faut de ce fait que toute cette zone euro où on met en commun davantage nos économies est aussi un contrôle démocratique. Et je pense que là, il faut réfléchir à qui est le mieux placé pour faire ce contrôle. Vous, les Allemands, la position traditionnelle, c'est plutôt de dire que ça serait le Parlement européen. C'est plutôt, voilà. C'est d'ailleurs ce que dit aussi le Bundesverfassungsgericht dans ses arrêts. Peut-être que un mixte entre le Parlement européen et les parlements nationaux serait pas mal, parce que on se rend compte quand même que beaucoup de la légitimité aujourd'hui du contrôle démocratique reste dans les parlements nationaux. Sur votre page de série, on trouve un article le PS, l'Allemagne et l'Europe. Vous y réfutez l'avis que François Hollande aurait du mal, selon un commentateur britannique, à imposer ces réformes, bien que le Parti socialiste ait la majorité. Quelle est la position du PS par rapport à l'Europe? Elle connaît des courants divergents, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est une vieille histoire, hein. Dès 1981, lorsque Mitterrand a été élu, il s'est trouvé confronté à un clivage fort. À l'époque, c'était le choix de rester dans le mécanisme d'échange du système monétaire européen. Créé par Schmitt et Giscard à l'époque. Créé par Schmitt et Giscard au sommet, au Conseil européen de Bremen en 1978. Et bon, Mitterrand a tranché en faveur de l'option européenne, restée, mais c'était déjà un clivage très fort. Là, on a eu ce référendum sur le projet de constitution européenne 2005, qui a été un marqueur très important de clivage à l'intérieur du Parti socialiste. Si vous voulez, en gros, dans le Parti socialiste, vous avez ceux qui sont plutôt pour une social-démocratie ouverte au marché et qui sont assez bien représentés dans les positions fortes de l'actuel gouvernement. Jean-Marc Ayrault, Pierre Moscovici sont tout à fait sur cette ligne. Et puis vous avez ceux qui sont plus à gauche et qui pensent qu'il faut une économie plus nationale, plus protégée par les frontières, etc. Un peu comme Arnaud Montebourg. On a toujours eu chez nous plus de clivage au sein du Parti socialiste que chez vous. Mais c'est aussi dû au fait que nous, on a renoncé au marxisme beaucoup plus tardivement. Vous avez eu Bad Godesberg, le fameux congrès dès 1959, mais ça aussi, c'est lié à l'histoire allemande. Nous, on est resté plus dans un référentiel vieille gauche jusque dans les années 80, finalement. C'est Mitterrand qui a fait évoluer aussi le Parti socialiste davantage vers la social-démocratie. Ouais. En juin 2013, vous constatez dans un article « La solidarité européenne existe », une constatation que les médias ne répètent pas trop souvent ou qu'ils feignent ignorer. Bah oui, parce qu'il y a quand même des transferts en Europe, et même vous, les Allemands, qui avez un grand débat sur il faut arrêter de payer pour un certain nombre de pays qui font pas attention au Sud, etc. Vous n'avez jamais renoncé aux transferts financiers. L'Allemagne continue à faire des transferts. La politique régionale qui consiste à aider les régions les plus pauvres, c'est une forme de solidarité. Aujourd'hui, c'est la Pologne qui en bénéficie le plus, puisque 20% des fonds vont au développement territorial, régional de la Pologne. La politique agricole dont nous, les Français, avons beaucoup profité, puisque nous sommes un grand pays agricole, c'est aussi une forme de solidarité. Alors, ce qui me frappe, c'est que il y a plus de débats autour de l'idée de la solidarité. Dans une communauté politique, quelle qu'elle soit, il faut une solidarité. Après tout, vous l'avez expérimenté avec la réunification allemande. Vous avez transféré massivement de l'argent. Pourquoi? Parce que vous apparteniez à une même communauté politique qui était réunifiée. L'Europe, c'est pareil. Mais aujourd'hui, je constate qu'il y a quand même plus de réticence dans les sociétés à accepter comme légitime l'idée de la solidarité.
et notamment dans les pays du Nord. Sachez-vous, si j'étais un homme politique allemand, je ferais souvent mes discours autour de cette question de la solidarité, et je dirais, on peut prétendre assumer cette solidarité européenne parce que dans le fond, nous profitons aussi du marché. Les entreprises allemandes qui sont performantes profitent beaucoup du marché intérieur européen. Donc c'est comme ça que j'essaierai d'expliquer la contrepartie de la solidarité à mes électeurs. Mais bon, je sais que c'est pas aussi évident. Comment l'Europe devrait-elle lutter contre les courants populistes qui prônent la fin de l'euro? C'est d'abord d'expliquer que l'euro n'est pas une monnaie faible. Le problème que nous avons eu depuis 2008, c'était pas tellement l'euro en tant que tel, c'était plutôt ce qui était autour, c'est-à-dire les politiques économiques, puisque quand on a signé Maastricht en 1992, on a délégué la politique monétaire à une instance européenne. On a choisi un modèle qui était important à l'époque pour le chancelier Kohl, qui était la banque centrale indépendante, puisque lui, c'était la condition pour qu'il fasse accepter l'euro par la société allemande. Mais on n'a pas accompagné ça de politiques économiques. Et dans le fond, l'euro, en tant que monnaie de réserve, ne se porte pas mal. C'était plutôt les politiques économiques de la zone euro. Donc ça, c'est déjà, j'expliquerai ça. Ensuite, j'essaierai de montrer aux gens, de façon très concrète, qu'il y a des perceptions fausses. Notamment, dans beaucoup de pays, on pense que le passage de la monnaie nationale vers l'euro a impliqué de l'inflation, que les prix sont devenus plus chers. C'est pas vrai. On a des études d'économistes qui montrent que c'est pas vrai. Le problème, c'est qu'on fait des comparaisons avec les prix de 1999. Il faut, alors effectivement, une baguette de pain en France ou une bretzel en Allemagne ne coûtait pas la même chose en 1999 que maintenant. Voilà. Mais ça, j'essaierai de faire ça. Et puis j'essaierai de dire aussi que si on abandonne l'euro, c'est un renoncement à ce qui est l'élément le plus fort, à mon avis, de notre projet politique pour l'extérieur. Quand on parle à un Américain, quand on parle à un Brésilien de l'Europe, la première chose qu'il voit, c'est le fait qu'on a réussi à faire une monnaie unique. Si ça s'en va, là, notre projet politique aussi est sérieusement compromis. Solidarité et citoyenneté vont ensemble. Nous touchons déjà à cette citoyenneté européenne. Il y a des formes de citoyenneté quand même européenne concrètes. Alors, la citoyenneté, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est des principes. Alors, par exemple, accepter la solidarité, accepter qu'il y ait des transferts légitimes, ça nécessite d'avoir une citoyenneté. Voilà, et c'est pas évident. Même chez vous, vous l'avez vu, pour les Allemands de l'Ouest, transférer vers l'Est, ça n'a pas toujours été évident, parce que derrière, il fallait accepter qu'on avait une citoyenneté allemande à nouveau de cette Allemagne réunifiée. Donc en Europe, on a finalement on a la même chose. Mais c'est pas que ça. La citoyenneté, c'est aussi des choses concrètes. Ne pas faire la queue à la frontière, à l'aéroport, parce qu'il y a un guichet qui est pour les résidents de l'Union européenne. Ne plus se faire contrôler quand on passe la frontière entre Strasbourg et Kehl. Moi j'ai connu enfant les contrôles, je peux vous dire que on vous faisait ouvrir le coffre et tout, c'était voilà. Tout ça c'est fini. Bénéficier quand on est à l'étranger de la protection du consulat d'un autre État membre de l'Union européenne parce qu'il n'y a pas d'ambassade de votre pays. Voilà, tout ça, ça fait partie de la solidarité. Alors, évidemment,
vous voyez de ce que j'ai dit là, c'est très lié à la mobilité aussi des gens. Plus vous êtes mobile, à mon avis, et plus vous sentez la citoyenneté. Et là, vous retrouvez un gros problème, c'est que qui est mobile? Ce sont les élites qui sont mobiles. Hein, et là, vous comprenez pourquoi tous les sondages nous montrent que plus vous appartenez à la catégorie des élites, plus vous avez de chances d'accepter la construction européenne comme quelque chose de légitime, dont vous voyez la réalité pour vous. Hein. Mais il ne faut pas oublier aussi le reste de la société, les plus modestes. Hein, et ce sont ceux-là très souvent qui sont le moins convaincus des bienfaits de la construction européenne. Les jeunes comprennent-ils aujourd'hui qu'un des enjeux principaux de l'Europe est la paix? Ah, mais je pense qu'ils ne considèrent plus la guerre possible, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, dans la génération de nos parents, par exemple, même à la limite dans notre génération, parce que dans notre génération, nous avons encore eu le récit de la guerre par nos parents. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, oui. Mais voilà. Le franco-allemand, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que ils avaient toujours cette expérience d'avant et dans le fond, enfin moi je sais pour mes parents, c'était de dire quand même par rapport à ce qu'on a connu, la guerre, c'est extraordinaire ce qu'on a fait avec les Allemands. Hein, c'était mon père qui est né en 11, n'est-ce pas? Voilà, mon père en 21, vous voyez, il y avait ce point de référence. Donc ils avaient quand même la facilité à comprendre par leur expérience personnelle que l'Europe, ça avait été la paix. Et je pense qu'ils l'ont, par le discours transmis, et nous l'ont transmis. Alors, ma génération à moi, qui n'avons connu que la paix, c'est vrai que quand on regarde nos enfants maintenant, on se rend compte que eux, c'est devenu banal, la paix pour eux. Vous voyez, par exemple, si je questionne mes enfants sur l'Allemagne, pour eux, l'Allemagne, c'est pas un pays avec lequel on a fait la guerre. Et tant mieux, tant mieux. Et je veux dire, ça veut dire qu'on a réussi quelque chose. Hein. Mais du coup, ils ont perdu un peu la valeur de la construction européenne. C'était le fond de ma question. C'est ça. Je prends l'exemple de mes enfants parce que c'est mon expérience personnelle. Pour eux, l'Allemagne, c'est pas un pays avec lequel on fait la guerre. Hein. L'Allemagne, c'est une grande démocratie voisine. Voilà. La langue est assez difficile, on essaie de l'apprendre, mais c'est comme ça qu'ils réagissent. Oui. Il y a Berlin, cette ville formidable, mais ils n'ont plus cette même expérience qu'on a, grâce à l'Europe, surmonté, disons, quelque chose qui était de l'ordre du conflit. Voilà. Encore une dernière question. Pourquoi les élèves en Allemagne devraient-ils en plus grand nombre apprendre le français? Ce qui vaut d'ailleurs aussi pour les élèves en français, en ce qui concerne l'allemand. Vous devriez poser cette question à la ministre-présidente de la Sarre, qui a lancé une politique, je ne sais pas si vous êtes au courant, introduire le français comme langue officielle dans la Sarre. Depuis le kindergarten. J'ai fait une interview avec elle. Bon. Écoutez, je pense, moi franchement, je pense la chose suivante. Je crois que l'anglais, d'abord, c'est obligatoire. Dans le monde où nous vivons, nous avons tous besoin de l'anglais, qui est une langue qu'on peut apprendre assez vite pour avoir un niveau moyen. Si on va au Japon, si on va en Amérique latine même, et on essaie de parler un peu, et ce sera l'anglais. Mais justement, je pense qu'il faut que nous ayons l'obligation d'apprendre une autre langue encore. Et c'est pour ça, il faudrait qu'on se fixe tous l'anglais plus une autre langue. Et c'est la raison pour laquelle il me paraît important de continuer à apprendre l'allemand en France, de continuer à apprendre l'italien, l'espagnol, etc., etc. On peut dire bien sûr que des jeunes Français, des jeunes Allemands qui vont se rencontrer ou à Berlin ou à Paris, ils vont parler l'anglais. Oui, mais sauf que quand on passe à une autre phase qui est d'essayer de comprendre la société, si vous ne pouvez pas lire les livres, si vous ne pouvez pas lire les journaux, si vous ne pouvez
pas suivre à la télévision les débats, vous ne comprenez pas tout. Vous passez à côté de quelque chose. Et en plus, je pense que ça a du sens, même techniquement, d'apprendre pour un petit Allemand d'abord le français, et pour un petit Français d'apprendre d'abord l'allemand, parce que ce sont des langues difficiles, plus exigeantes que l'anglais sur le plan de la grammaire. Et je trouve qu'il faut les commencer en première langue. Et une fois que vous avez, par exemple pour un jeune Allemand, la gymnastique de bien connaître le français, ou pour un jeune Français, la gymnastique de bien connaître l'allemand, vous pouvez apprendre facilement l'anglais. Voilà, c'est ça mon sentiment. Merci bien, monsieur. Je vous en prie.